Imagine un accro à Elden Ring aspiré dans son jeu préféré et réincarné en roi démon, un peu comme Heinz dans The Overlord. Sauf que ses fidèles généraux veulent lui couper la tête, que le joueur le plus puissant du monde est à ses trousses et que son tout premier ordre royal consiste à lancer une ferme. Bienvenue sur Plotoria. Aujourd'hui, Jang Cheol Kim va devoir survivre à sa nouvelle vie démoniaque, transformer un royaume affamé en un endroit qui mérite d'être sauvé, et prouver qu'un peu de connaissance du jeu peut être plus dangereux que n'importe quelle compétence légendaire. Si l'histoire vous plaît, pensez à lâcher un like et à vous abonner pour la suite. C'est parti. Affalé sur un immense trône doré, la tête posée sur une main, Jang Cheol Kim se présenta comme un simple étudiant en master. Enfin, ça, c'était avant. La veille encore, il avait soudainement été transporté dans le corps de Kratos, le roi démon de son jeu préféré. Vous connaissez la chanson. Bref, une vision montra un ancien héros endormi dans une chambre de cristal lumineuse pendant que Kim commençait à expliquer Paladins of Blood, où le champion assoupi devait se réveiller et... Bon, laissez tomber. À quoi bon expliquer ? Plongé dans ses pensées sur son trône, les yeux noyés dans l'ombre, il décida que le problème était finalement assez simple. Un assistant démoniaque en costume sombre remonta le tapis rouge, s'arrêta devant lui et l'appela Seigneur Kratos. Le nouveau venu était Zéphiros, son aide de niveau 15. Debout devant le trône, les yeux fermés derrière ses lunettes, il annonça que les troupes étaient prêtes à partir. À l'extérieur, une gigantesque armée de bêtes démoniaques, rugissantes et de monstres de guerre ailés attendait patiemment ses seigneurs. Sur une vision d'un guerrier encapuchonné complètement cinglé brandissant son arme, Kratos ordonna de mettre fin à la famine grâce à l'invasion du jour. Il s'agissait de l'un de ses généraux, Asurat le buveur de sang de niveau 534. Une démone en armure coiffée d'un casque évoquant un oiseau apparut tandis que le roi démon proclamait qu'ils allaient laisser derrière eux la tragédie d'être nés sur une terre stérile et la souffrance de devoir dévorer leurs semblables. C'était Circe, la reine des glaces de niveau 531. Puis vint un général raffiné, monocle à l'œil, parfaitement stoïque dans son costume. Kratos ordonna aux démons de déchiqueter les humains et d'écraser les elfes, tandis que l'écran présentait Artok, le duc né de la brume, de niveau 555. Un immense guerrier musclé aux cheveux rouges empoigna sa lourde hache pendant que leur seigneur exigeait que chaque ennemi soit transformé en nourriture. Ce dernier général était Bahal, le tyran de Roche-Noire de niveau 539. Depuis un haut balcon, Kratos et Zéphiros observaient l'immense armée démoniaque qui acclamait leur souverain en contrebas. Le roi démon éleva la voix et demanda à chaque soldat de l'écouter. Les 4 puissants généraux se tenaient réunis aux côtés des autres démons, dégageant assez de menaces pour donner l'impression que toute la salle venait de rétrécir. Kratos déclara solennellement que chaque démon devrait obéir à ses ordres, mais intérieurement, Kim savait surtout qu'il devait arrêter cette guerre à tout prix. Il commença par annoncer qu'à partir de maintenant, tout allait changer. Les 4 généraux échangèrent aussitôt des regards lourds de sens et écoutèrent attentivement leur seigneur. Le visage rendu encore plus sinistre par les ombres, Kratos déclara qu'ils allaient cesser les invasions et se mettre à cultiver la terre. Les 4 généraux restèrent figés sur place, plongés dans un silence absolu. Puis des veines gonflèrent sur leur visage et tous les 4 rejetèrent la tête en arrière en hurlant que cet ordre était complètement absurde. Le visage démoniaque de Kim se tordit dans une grimace aux yeux écarquillés, tandis qu'il paniquait intérieurement. Ces types étaient vraiment terrifiants. Pas de chance pour eux. Même terrorisés, Kim avait l'air monstrueux dans le corps de Kratos. Les généraux reculèrent d'un coup, trempés de sueur, et reconsidérèrent toutes les décisions qui les avaient menés jusqu'ici en pensant exactement la même chose. Leur seigneur était vraiment terrifiant. Pendant ce temps, dans une lointaine chambre baignée de bleu, quelqu'un se réveilla brusquement d'un profond sommeil et se redressa à l'intérieur d'un cercueil. Une alerte lumineuse du système annonça que sa 20e partie venait de commencer. De retour face aux généraux, Kim se rappela pourquoi cette guerre ne devait surtout jamais commencer. Le personnage jouable qui venait de se réveiller était Kimchi for Life, un guerrier de niveau 990, et ce type allait clairement le tuer. Kim avait intégré le cursus d'agriculture de l'université de Hanguk pour réaliser son rêve, devenir un riche fermier.
Comme il était particulièrement intelligent, il s'était rapidement hissé au sommet de sa promo. Sauf qu'être premier de la classe venait avec une récompense cachée. Vieux professeur lui adressa un grand sourire, félicita Zhang Shol pour son intelligence et lui demanda, comme un énorme service, de rédiger sa thèse à sa place. Puis un collègue plus âgé et déjà bien chauve, qui aurait franchement dû couper son dernier cheveu et accepter la réalité, ricana derrière ses lunettes noires avant de mettre Zhang Shol à la tête d'un nouveau projet, puisqu'il était doué pour ce genre de truc. Même un fermier musclé en lunettes de soleil lui cria de venir labourer les champs. Affalé sur son canapé avec le regard vide d'un homme qui avait abandonné toute envie de vivre, Kim comprit qu'être le meilleur signifiait surtout devenir le larbin de tout le monde. Avec de la bave au coin des lèvres et un moustique qui utilisait tranquillement sa joue comme piste d'atterrissage, il se demanda quel genre de vie il menait. Pourquoi faisait-il tout le boulot pendant que ses professeurs récoltaient le mérite ? Kim se mit à se débattre sur le canapé en hurlant contre ces enfoirés et en jurant qu'il finirait par tous les avoir. Puis sa rage retomba, son dos s'arqua contre les coussins et il admit que son stock de dopamine était à sec et qu'il commençait à perdre la tête. Sa seule source de dopamine restante, c'était Paladins of Blood. Le jeu avait une progression atrocement lente et une difficulté brutale. En gros, Elden Ring, et personne n'avait jamais terminé 19 parties. Désespéré de ressentir un minimum d'accomplissement, Kim sacrifia son sommeil et enchaîna sa première run, sa deuxième, puis sa 10e. Visiblement, notre gars s'était transformé en speedrunner d'Elden Ring. Il finit par devenir la première personne au monde à terminer Paladins of Blood 19 fois. Même l'écran de victoire ressemblait tout droit sorti d'un Souls-like. Après avoir passé la nuit blanche à terminer sa partie, le gamer privé de sommeil fixa l'écran avec des yeux creux, la bave aux lèvres, en marmonnant que c'était incroyable. Il était l'homme le plus puissant du monde. Comme la 20e partie était réputée absolument infernale, il comptait d'abord monter de niveau pendant que son cerveau à moitié éteint continuait de célébrer sa prétendue grandeur. La fiche de son personnage affichait Kim Chi for Life, niveau 9190, vêtu d'une tenue rose de Magical Girl avec cœur et petits nœuds, solide transmog, frérot. Il représentait tous ces joueurs qui placent les stats au-dessus de leur dignité. Et franchement, respect. Manette en main et sourire aux lèvres, Kim décida de s'arrêter juste avant le niveau maximal, fixé à 9139. Il ne se rappelait même plus combien d'années ce grind lui avait pris, mais à ce stade, peu importe. Fixant l'invite affiché à l'écran, il annonça le début du 20e round, sa 20e partie. Kim appuya sur le bouton de sa manette PlayStation 5. Aussitôt, la télévision explosa dans un flash bleu aveuglant qui le fit tomber du canapé. Alors que des traînées de lumière l'attiraient vers l'écran, il grimaça et demanda ce qui était en train de se passer. Son âme bleue et éthérée jaillit de sa bouche et fila vers la télévision, tandis que le corps, abandonné derrière elle, hurlait, les larmes aux yeux. L'âme plongea droit dans l'écran lumineux et le traversa comme si de rien n'était. Un point de lumière éclatant apparut au-dessus d'une mer de nuages, puis l'âme bleue de Kim fila vers les terres en contrebas, comme une météorite. Tombant la tête la première, le visage couvert de sueur, Kim demanda désespérément ce qui se passait. Il se força à se calmer en se disant qu'il était assez intelligent pour gérer ça. Il réussit même à croiser les bras, comme si chuter du ciel était parfaitement normal. Puisqu'il était bleu, ce devait être son âme. Donc, en théorie, il n'allait probablement pas s'écraser au sol et mourir. Probablement. En traversant le paysage, il remarqua au loin l'immense tour de la vie. Ce monument confirma qu'il était entré dans le monde de Paladins of Blood. Puis il aperçut juste sur sa trajectoire un colossal temple blanc lumineux et reconnut la tombe des paladins. La peur de Kim se transforma aussitôt en rire euphorique. Il était convaincu qu'il allait posséder son personnage presque au niveau max Kim Chi for Life et commencer une nouvelle vie en guerrier surpuissant et invincible. Son âme fonça vers le corps endormi de son personnage, toujours vêtu de cette magnifique tenue rose de Magical Girl. Mais voir la tenue d'aussi près détruisit immédiatement tout le fantasme. Kim s'arrêta en plein vol et admit qu'en fait, il n'avait vraiment pas envie de devenir ce type.
Visiblement, le jeu l'avait entendu. Au tout dernier moment, une force invisible happa son âme sur le côté dans le plus grand bait and switch possible et l'expédia dans un vortex tourbillonnant. Projeté à une vitesse folle dans le ciel, Kim demanda encore et encore ce qui venait de se passer, où il allait et ce qui lui arrivait. Puis il vit sa nouvelle destination. Un sinistre seigneur démon cornu, assis sur un trône. Alors que son âme plongeait droit vers Kratos, Kim hurla qu'il ne voulait surtout pas de ce corps. De retour dans le présent, Jang Cheol-Kim était assis sur ce même trône imposant, une main plaquée contre le front. Il avait encore du mal à croire ce qu'était devenu sa vie. Il regrettait amèrement cette pensée débile qu'il avait eue en voyant Kimchi for Life. Sans elle, il ne se serait peut-être jamais retrouvé dans le corps de ce faible. Désormais, il ne pouvait plus que se traiter d'idiot et se demander pourquoi il avait fait ça. Pendant ce temps, Zéphyros avançait calmement dans les immenses couloirs du château du roi démon. En passant devant une porte fermée, il entendit quelqu'un affirmer que Kratos était clairement devenu plus faible. Une autre voix cachée répondit que cette faiblesse expliquait justement pourquoi leur seigneur avait pris peur et annulé les attaques. À l'intérieur de la pièce, Asuras gesticulait comme un fou et proposait aux généraux de s'allier, de couper la tête de Kratos, puis de se partager son pouvoir et son autorité. Artok lui rappela que Kratos était lui-même devenu roi démon, en décapitant le souverain précédent. Le duc, plus prudent, demanda ce qui se passerait si leur seigneur n'avait en réalité pas faibli. Au moins 2 d'entre eux mourraient à coup sûr, ou finiraient avec des blessures fatales. Circe suggéra froidement qu'il pouvait toujours essayer si Assurath acceptait de servir de bouclier. Le buveur de sang explosa immédiatement et lui demanda si elle cherchait la bagarre. Au beau milieu de cette conspiration ultra tendue, Bahal fixait le vide en ne pensant qu'à une seule chose. Il avait faim. Franchement, pareil. Azurath finit par se calmer, mais exigea de savoir ce qu'il ferait s'il trouvait la preuve que Kratos avait vraiment faibli. Artok répondit qu'il faudrait le tuer. Les généraux avides de pouvoir affichèrent des sourires de vrais méchants et se mirent à rire pendant que l'innocent Bahal, pas exactement une lumière, pensait toujours à manger. Le classique colosse surpuissant sans cerveau. Le pauvre. À l'extérieur de la pièce, Zéphyros écoutait tout en silence, le visage parfaitement impassible. Lui avait au moins l'intelligence de ne pas interrompre. Plus tard, dans la salle du trône, l'assistant annonça que le moral des troupes était tombé au plus bas. Les fratricides et le cannibalisme illégal se multipliaient, et certains démons avaient même déserté leur territoire sans prévenir. Pire encore, les 4 généraux affirmaient que Kratos était devenu faible et prévoyaient de lui prendre la tête. Kim savait qu'il pourrait le tuer en un instant. Ici, montrer la moindre faiblesse revenait visiblement à signer son arrêt de mort. Il se demanda brièvement si Kimchi for Life n'était pas devenu une coquille vide après l'échec de sa possession. Si c'était le cas, envahir le monde des humains n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Zéphyros présenta alors un cristal rouge lumineux posé sur un tissu blanc impeccable. Le général Ogma avait envoyé des images depuis la tombe des paladins. L'enregistrement montrait Ogma se faire massacrer sans pitié, tandis qu'il suppliait son agresseur d'arrêter et de l'épargner. Des mains se dirigèrent vers son visage. Ogma les implora de ne pas faire ça, avant de hurler qu'on était en train de lui arracher les yeux. En regardant tout ce cauchemar en Full HD dans la boule de cristal, la version YouTube du jeu, Kim se mit à transpirer à grosses gouttes. Sur l'enregistrement, Kimchi for Life attrapa le cristal rouge comme un vlogueur furieux prêt à exploser sa propre caméra et fixa directement l'objectif. Kim comprit que son plan pour rejoindre le monde humain était mort-né. Un taré semblait contrôler son ancien personnage et lui ne voulait absolument rien avoir à faire avec ce type. Il devait rester sur les terres démoniaques, coûte que coûte. Pour l'instant, paraître faible ou capituler le ferait tuer par les 4 généraux, tandis qu'envahir les humains permettrait à Kimchi for Life de lui arracher les yeux. Des larmes coulèrent sur le visage du roi démon, tandis qu'il se demandait en silence pourquoi il avait atterri dans ce monde de jeu et pourquoi le bonheur semblait toujours lui être interdit. Puis notre protagoniste se leva brusquement, le regard déterminé. Sa seule option était de résoudre la pénurie de nourriture et de calmer les démons. Alors qu'il quittait le trône, Zéphyros demanda où comptait aller le seigneur Kratos. Kim répondit poliment qu'il voulait simplement inspecter un terrain à labourer. L'assistant le fixa, choqué, et répéta
Pardon ? Kim, pensant qu'il n'avait pas entendu, demanda poliment « Désolé, Dernas ». Zéphyros rappela à son seigneur qu'il était narcissique, arrogant et totalement dépourvu de bonnes manières. Entendre Kratos dire « pardon » était atroce, scandaleux, et il ne devait plus jamais recommencer. Sous cette remontrance assassine, Kim se demanda si ce type avait toujours été aussi casse-pied. Dans le jeu original, Zéphyros n'apparaissait qu'une seule fois, juste avant le combat contre le Seigneur Démon. Et pourtant, cette courte scène où il bloquait un paladin avec une immense faux à lame noire l'avait rendu très populaire. L'assistant du jeu avait supplié le grand paladin de rebrousser chemin, car le Seigneur Démon ne souhaitait plus se battre. Kimchi for Life l'avait tranché sans la moindre pitié. Alors que la forme vaincue de Zéphyros disparaissait, il s'était excusé auprès de son seigneur de ne pas avoir eu la force de le protéger. Les joueurs en avaient conclu qu'il était soit profondément loyal envers Kratos, soit qu'il le respectait énormément. De retour dans la réalité, l'assistant qualifia la situation d'erreur sans précédent et affirma n'avoir jamais vu un seigneur démon perdre à ce point la confiance de tous. Kim le trouvait insupportable. Zéphyros remit en question cette idée de cultiver les terres démoniaques et accusa son seigneur d'avoir la mémoire d'un poisson rouge. Kratos exigea un peu de respect, mais l'assistant lui répondit calmement qu'il allait continuer, laissant Kim se demander pourquoi cet abruti n'avait absolument pas peur de lui. Le sol stérile et le climat irrégulier avaient fait échouer toutes les tentatives agricoles précédentes. Rien ne pouvait pousser ici, et Zéphyros partait du principe que Kratos le savait parfaitement. Kratos admit que cet endroit portait le nom de Terre de la Mort, puis ses yeux rouges se durcirent lorsqu'il déclara qu'il pouvait la sauver. Intérieurement, Kim avoua qu'il en avait marre de l'agriculture, mais sa survie ne lui laissait pas vraiment le choix. Il s'accroupit et ramassa une poignée de terre sèche sous le regard perplexe de Zéphyros. Puis Kratos fourra la terre dans sa bouche et mordit dedans avec une grimace féroce, les yeux grands ouverts. Zéphyros se mit aussitôt à noter que le seigneur démon avait commencé à manger de la terre. Kim lui ordonna furieusement d'arrêter d'écrire. L'assistant expliqua calmement que consigner les annales du seigneur démon était un travail important, puis ajouta que la mémoire de Kratos avait clairement décliné. Kim ne pouvait penser qu'à une chose, quel énorme casse-pied. Après avoir recraché sa bouchée, le diplômé en agriculture confirma que le sol ne contenait presque aucun nutriment, et surtout aucun azote. L'azote était indispensable à la croissance des plantes. Il représentait bien 78% de l'atmosphère, mais les plantes ne pouvaient pas l'utiliser directement, car ces atomes étaient reliés par une triple liaison extrêmement stable. L'ingénierie chimique humaine avait résolu ce problème grâce à la fixation de l'azote, faisant exploser la production alimentaire. Mais ce monde ne disposait pas des outils agricoles nécessaires, rendant cette méthode impossible à reproduire. Il leur fallait donc un mécanisme naturel de fixation de l'azote. La réponse, c'était la foudre. Une décharge soudaine à haute tension transformait l'azote en acide nitreux, qui se mélangeait à la pluie avant de pénétrer dans le sol. Kim se rappela alors l'attaque signature de Kratos pendant le combat contre le boss final du jeu. Le seigneur démon commençait par planter ses griffes dans sa propre main pour faire couler son sang, avant de lancer frappe sanglante. Notre gars était mort face à Kratos, l'Elden Beast du coin, en gros, un nombre incalculable de fois. Et maintenant, il comprenait que la combinaison de foudre et d'humidité de cette technique était parfaite pour rendre le sol fertile. Fort de cette révélation, Kratos ordonna à Zéphyros de reculer. Kim imita le boss final et griffa sa propre main en préparant frappe sanglante. La douleur arriva immédiatement. Il hurla intérieurement en se demandant si le vrai Kratos faisait vraiment ça à chaque fois. Quelque chose tout près attira alors son attention et il se retourna avec un « hein » méfiant. Artok, Circe et Asurat espionnaient la scène derrière un arbre démoniaque. Tous les trois arrivèrent à la même conclusion terrifiante. Leur seigneur était devenu incroyablement faible. En les voyant le fixer, Kim hurla intérieurement. Zéphyros n'aida absolument personne, en confirmant que Kratos était bel et bien 100% plus faible. Kim finit par se convaincre que ce soi-disant assistant était en réalité un assassin, dont tout le plan consistait à le saboter avant de le tuer. Mais mieux valait se ridiculiser que mourir. Il se coupa de nouveau la main, le sang tourbillonna dans les airs, et Kratos hurla le nom complet de frappe sanglante. Rien ne se passa.
Le sang se contenta de goûter de ses griffes sur le sol craquelé pendant que Zéphyros observait en silence. Devant ses propres généraux, Zhang Sheol serra sa main blessée comme un gamin et se retint de justesse de lâcher une insulte. De lourds pas résonnèrent derrière lui. Les 4 généraux sortirent de leur cachette et appelèrent sinistrement « Seigneur Crédos ». Avec un sourire menaçant, Asurat s'avança et demanda si leur seigneur se sentait mal. À mesure qu'il se rapprochait, Kim transpirait à grosses gouttes en se disant qu'il était complètement foutu. Kimchi for Life venait de terminer le tutoriel. Debout sur une falaise verdoyante dans sa tenue rose de Magical Girl, il contemplait l'immense monde qui s'étendait devant lui. Bonne chance, mon grand. L'aventure allait être longue et douloureuse, mais au moins, il était niveau 990. Le guerrier réveillé conservait de vagues souvenirs de ses vies précédentes. À chaque incarnation, la main du destin l'avait guidé vers cette destination lointaine. En réalité, il n'y avait jamais eu d'intervention divine, juste la main de Kim sur une manette. En regardant sa paume, Kimchi for Life comprit que la main du destin avait disparu et ne lui parlait plus. Un peu comme ChatGPT, qui déciderait soudain de vivre sa propre vie, le PNG de niveau 990 se demanda quel pouvait encore être son but. Au lieu de suivre l'ancienne route, il tourna le dos à la falaise. Pour la première fois, il allait chercher le changement et découvrir qui il était réellement sans une main sacrée pour contrôler sa vie. De retour sur les terres démoniaques, les 4 généraux avancèrent ensemble vers Kim avec des sourires inquiétants. Asuras rappela à Crédos que les démons obéissaient à certaines règles et que la plus importante exigeait que le seigneur démon soit le plus fort de tous. Kim tremblait devant leur puissance terrifiante. Il ne possédait aucune compétence utilisable et se demanda si sa nouvelle vie allait vraiment s'arrêter ici. Mais les généraux interprétèrent chaque tremblement comme de la rage. Asuras recula d'un pas, persuadé que Crédos accumulait tellement de puissance avant le combat que son corps entier s'était mis à vibrer. Malgré la sueur sur son visage, Asurat força son sourire rusé à rester en place. Il défia Crédos de vaincre les 4 généraux dans son état actuel. Malheureusement, lorsqu'il regarda derrière lui, ses alliés étaient tous cachés derrière un arbre beaucoup trop fin pour dissimuler qui que ce soit, surtout le pauvre Baal. Le colosse n'avait vraiment jamais de chance, et on n'était qu'au premier épisode. Asuras fixa les compagnons qui le soutenaient encore 2 secondes plus tôt et leur demanda silencieusement ce qu'ils fichaient. Circe et Artok lui répondirent simplement du regard. Ils allaient d'abord observer son combat, puis décider s'ils avaient intérêt à le rejoindre. Subitement, seul face au seigneur démon, Asurat se mit à transpirer et maudit ces enfoirés dans sa tête. Les autres lui rappelèrent silencieusement qu'ils étaient des démons. Il s'attendait à quoi exactement? Franchement, il marquait un point. Zéphyros se transforma soudain en arbitre. Un écran magique s'illumina derrière lui, tandis qu'il annonçait que, selon la tradition démoniaque, chaque combat devait être diffusé en direct et que personne ne pouvait se retirer. Asuras, comme Crédos, restèrent stupéfaits par la vitesse à laquelle il venait d'organiser tout ça. Agrippant sa fausse enflammée, Asuras se répéta qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Crédos était faible, donc il pouvait gagner. En face, Kim passa en mode panique totale, répétant encore et encore la même question. Qu'est-ce qu'il était censé faire? Il avait testé sa force plus tôt, parce que le roi démon était censé être absurdement puissant. Mais il n'avait toujours aucune idée de ce que ce corps pouvait réellement accomplir. Il était fort, oui, juste visiblement pas autant qu'il l'espérait. Asurath bondit dans les airs, arme prête à frapper, et déclara que l'heure de vérité était arrivée. En le voyant foncer vers lui, Kim ne réussit qu'à pousser un petit couinement intérieur. Notre gamer reconnut l'attaque du boss. Selon la position des pieds d'Asurath, elle se transformerait soit en estoc, soit en coup de taille, et Kim était persuadé qu'il n'avait aucune chance de l'esquiver. Pourtant, son corps bougea tout seul. Crédos se cambra en arrière et évita de justesse le violent coup d'estoc. Kim resta figé, incapable de comprendre comment il venait d'esquiver ça. Puis sa mémoire lui donna la réponse. Au deuxième pas, le pied gauche d'Asurath s'était tourné vers l'extérieur, ce qui garantissait qu'un estoc allait suivre. Le mouvement était exactement le même que dans le jeu.
Azurath dérapa dans la poussière avant de préparer une nouvelle charge. Derrière leur arbre, Artok affirma que Kratos avait eu l'air prêt à contre-attaquer et à lui arracher le bras. Circe se demanda pourquoi il s'était retenu et décida qu'il devait continuer à observer. Asuras lança un grand coup vertical, mais Kratos se contenta de se pencher hors de la trajectoire de la lame. Kim comprit enfin ce qui se passait. Chaque mouvement d'Asuras reproduisait exactement ses patterns d'attaque dans le jeu. Lors de leur première rencontre, la vitesse du général, ses feintes et son énorme palette de mouvements lui avaient semblé imbattables. À l'époque, Kim avait même hurlé sur sa PlayStation en demandant si ce boss était seulement possible à vaincre. Mais il avait appris à force d'échecs. Après une mort, puis 3, puis 10 et beaucoup d'autres. À sa 128e tentative, Kim avait enfin gagné. Et à sa 19e partie, il pouvait littéralement tourner autour d'Asurath et terminer le combat sans prendre le moindre coup. Asurath chargea de nouveau et notre protagoniste arriva à une conclusion très simple. Un sourire maléfique se dessina sur le visage de Kratos. Kim savait désormais qu'aucune attaque de ce général ne le toucherait. Les 3 spectateurs frissonnèrent devant le sourire terrifiant de leur seigneur. Azurath attaqua de toutes ses forces, mais Kratos ne fit que rire. À leurs yeux, l'écart de puissance semblait insondable. Kratos glissa entre les coups incessants avec des mouvements de plus en plus absurdes, allant même jusqu'à s'accroupir tranquillement sous une lame. Ce n'était plus un combat, c'était une séance d'humiliation publique. Artok observa la scène, le visage ruisselant de sueur, et conclut que leur seigneur riait de la faiblesse d'Asuras et prenait sincèrement son pied. Les dents serrées, le buveur de sang humilié traita Kratos d'enfoiré. Kim esquiva encore un coup avec un large sourire. Il n'aurait jamais survécu à une vraie raclée infligée par les généraux, mais il venait de découvrir quelque chose d'essentiel. Ce monde suivait les mêmes règles que le jeu. Une fenêtre holographique bleue apparut dans un petit son clair et annonça que Jangcheol Kim avait compris les règles fondamentales de ce monde. Il fixa la boîte flottante, stupéfait. C'était donc ça, la fameuse fenêtre de système qu'on voit dans tous les webcomics ? Le système ajouta que sa concentration exceptionnelle lui avait permis d'éviter avec succès toutes les attaques ennemies. Alors qu'Asurath chargeait, les 2 bras transformés en gigantesques lames, la notification annonça une récompense. Une partie du système de jeu autrefois réservé aux personnages jouables venait d'être débloquée. La fonction de ciblage venait d'être déverrouillée. Kim se figea un instant, les yeux plissés, le temps d'assimiler l'information. Il la reconnut immédiatement. Cette fonction était indispensable pour activer toutes les compétences spéciales. Kim se trancha une nouvelle fois la paume. Tandis que le sang se dispersait dans les airs, il comprit ce que cela signifiait. Kratos activa frappe sanglante. Cette fois, chaque goutte de sang libéra de la foudre et de l'humidité. L'explosion frappa Asuras de plein fouet et l'engloutit dans une énorme décharge électrique tandis qu'il hurlait. Artok et Circe devinrent livides. Leur seigneur venait de griller leurs compagnons comme une tranche de pain perdue parfaitement cuite. Partout sur les terres démoniaques, les spectateurs du Twitch magique explosèrent de joie et se mirent à scander le nom de seigneur Kratos. Le roi démon se tenait droit et imposant au-dessus du corps fumant et carbonisé d'Azurath. Le nugget de poulet brûlé tout sauta faiblement. Kim n'arrivait pas à croire que frappe sanglante, un one-shot dans le jeu, ne l'ait pas tué. Pire encore, l'incroyable capacité de récupération d'Asurath allait bientôt le remettre complètement sur pied. Une énergie rouge jaillit autour de Kratos, tandis que la foudre crépitait. Il lança une nouvelle attaque en criant « Frappe !» L'explosion s'abattit sur Asuras en contrebas et arracha un nouveau hurlement au général. Puis vint une autre frappe, puis une autre, puis encore une. Depuis sa place VIP derrière l'arbre, Circe regardait la scène avec horreur en comprenant que ses attaques allaient seulement faire souffrir Asuras sans le tuer. Après cette série d'explosions, Kim se demanda pourquoi ce type refusait simplement de mourir et ce qu'il pouvait bien faire ensuite. Le système tinta pour annoncer qu'il avait arraché les vêtements d'Asuras, le laissant complètement nu. Kim protesta, avec un message pareil sorti de nulle part, on allait le prendre pour un pervers. Et juste après, la fonction d'inventaire et de retrait d'équipement se débloqua. Une interface holographique apparut et il vérifia aussitôt si Kratos possédait une armure utile. Malheureusement, l'inventaire ne contenait que ce qu'il portait déjà.
pour l'instant, cette nouvelle fonction ne lui servait absolument à rien. Kim devait se débarrasser d'Asurath rapidement, mais il n'avait pas assez de puissance pour l'achever, et la récupération du général allait bientôt le remettre debout. Puis une idée lui traversa l'esprit. Il ne pouvait peut-être pas tuer Asurath, mais rien ne l'empêchait de continuer à le cibler avec frappes sanglantes. Chaque explosion allait injecter encore plus d'azote dans le sol. Une fois de plus, notre gars se déclara génial. Kim jeta un regard aux 3 généraux qui tremblaient derrière leur arbre, désespérément trop fin. Puisqu'ils avaient peur de lui, autant tenter sa chance. Kratos appela Circe, qui répondit à son seigneur avec une hésitation très visible. Il lui ordonna d'attacher Asurath. Circe devint rouge écarlate à l'idée de ligoter un homme nu et imagina aussitôt que Kratos comptait les humilier tous les deux. Quelques minutes plus tard, Asurath était solidement attaché à un poteau en bois. Étape 1. Préparer le paratonnerre. Sa régénération le remit entièrement sur pied, et Asurath, l'immortel, se réveilla avec un rictus de dément. Il se vanta que frappe sanglantée ne pouvait pas le tuer, et commença à menacer Kratos de lui arracher la tête. Avant même qu'il puisse terminer, le roi démon passa à l'étape 2, frappe sanglante. Les décharges répétées oxydèrent l'azote atmosphérique et le transformèrent en acide nitreux. Kratos ordonna à Artok de recouvrir toute la zone d'un brouillard si dense que tout en devienne trempé. Le duc recula, abasourdi. Artok supposa que l'humidité rendrait la foudre encore plus douloureuse. Fier de la cruauté de son seigneur, il complimenta cette méthode de torture particulièrement inventive et se réjouit d'avoir appris quelque chose. Les bras croisés, le duc né de la brume fit apparaître 2 gigantesques mains d'aura violettes derrière son dos et répandit un épais brouillard sur toute la zone. Alors que des gouttelettes d'eau remplissaient l'air autour d'Asurath, Kim compléta l'étape 3, ajouter du brouillard. L'étape 4 était simple, enchaîner frappes sanglantes. L'énergie cramoisie explosa encore et encore. Le seul défaut du plan brillant de Kim, c'était qu'il devait se griffer la main avant chaque activation et que ça faisait un mal de chien. Zéphyros, lui, restait parfaitement calme au milieu du sang et des éclairs. Et Circe observait avec un mélange assez impressionnant de peur, d'émerveillement, de confusion et de pitié. Ils avaient vendu leur camarade pour en faire un paratonnerre éternel, et le pauvre était désormais techniquement devenu une ressource naturelle. Après avoir encaissé décharge sur décharge, Asurath tremblotait misérablement sur son poteau, mais commençait peu à peu à s'habituer à la douleur. Peut-être qu'un jour, lui aussi deviendrait Killua. Kim sourit, ravi que le sol contienne bientôt assez d'azote pour une belle récolte. Pour tous les autres, son rire joyeux sonnait comme celui d'un vrai démon. Et c'est ainsi que le nouveau seigneur démon continua de foudroyer son paratonnerre officiel en riant comme un véritable méchant. Après plusieurs minutes de foudre et d'humidité, le diplômé en agriculture inspecta le sol enrichi. L'azote était réglé. Il fallait maintenant améliorer la structure granulaire de la terre. Ce sol à grains isolés laissait mal passer l'oxygène et avait un drainage catastrophique. Une terre limoneuse et meuble permettait à l'oxygène de circuler et convenait bien mieux à l'agriculture. Kim se releva lentement après avoir identifié ce qu'il leur fallait ensuite, du fumier. Puis Kratos se tourna vers les 3 généraux, le visage terriblement sérieux, et leur ordonna d'aller chercher de la merde. Trempés de sang et d'eau après avoir assisté au spectacle au premier rang, les légendaires généraux démoniaques restèrent sans voix. Au lieu de conquérir l'humanité, on venait de les envoyer faire la collecte de caca. Ils arrivèrent tous à la même conclusion. Après avoir fait griller Asurath, pour l'exemple, Kratos comptait maintenant le recouvrir d'excréments. Leur seigneur était d'une cruauté sans nom. Plus tard, le soleil brillait paisiblement sur les forêts vertes et les montagnes lointaines. Tout semblait parfaitement normal dans le monde. Le véritable héros de l'histoire se promenait tranquillement dans les bois, avec sa robe rose et ses ailes lorsqu'une voix, derrière des buissons, appela à l'aide. Kimchi for Life s'approcha de la voix apeurée, et un homme caché le supplia de les sauver. Le guerrier se pencha au-dessus des buissons pour voir ce qui se passait. Un voyageur blessé, habillé de façon étrangement similaire à Lloyd, affirma qu'ils avaient été attaqués par des gobelins. À côté de lui, un clone de Javier aux cheveux blancs et aux yeux bleus promit une récompense. Puis Kimchi for Life se redressa de toute sa hauteur et révéla toute la splendeur de sa transmog de Magical Girl.
Rayvage et Diol restèrent bouche bée. Un immense type au visage ultra sérieux dans une tenue rose couverte de cœur n'était pas exactement le sauveur qu'ils avaient imaginé. Toujours parfaitement impassible, Kimchi for Life leur demanda de ne pas avoir peur, puisqu'il n'avait rien de suspect. Les deux hommes pensèrent aussitôt qu'il avait l'air extrêmement suspect, niveau début de film d'horreur. Le guerrier demanda calmement si l'homme aux cheveux blancs était blessé à la jambe. Sans prévenir, il souleva le voyageur surpris et le posa sur son épaule comme un enfant. Kimchi for Life leur demanda de montrer le chemin, et le clone de Lloyd accepta immédiatement. Toujours porté, l'homme aux cheveux blancs complimenta sa force incroyable et se présenta comme l'émissaire Rayvage Asrahan. Son serviteur se nommait Diol Frontera. Asrahan et Diol Frontera, ces noms avaient quand même un petit air de déjà-vu. Rayvage demanda l'identité de son sauveur. En regardant la ville en contrebas, Kimchi for Life répondit que découvrir qui il était serait désormais son but. De retour au château du roi démon, les tours sombres se découpaient dans le ciel rouge du soir. Artok Bahal et Circe étaient assis autour d'une table complètement abattue. La chaise d'Asuras restait vide puisqu'il était occupé à servir de matériel agricole. Artok demanda comment ils étaient censés apporter des excréments à Kratos. Il voulait qu'ils les produisent eux-mêmes. Circe se rongea les ongles en tremblant et déclara que leur seigneur avait perdu la tête. Toute cette demande était sale et répugnante. Hal expliqua avec la finesse d'un Hulk qu'il n'avait rien mangé et n'avait donc pas de caca. Il ajouta que Circe non plus n'en avait pas, ce qui fit bondir la Reine des Glaces, furieuse, en lui ordonnant d'arrêter de parler de ses habitudes aux toilettes. Artok refusa catégoriquement de donner ses propres déchets. À la place, il proposa d'enlever des démons de Baran et de les forcer à faire leurs besoins. Peu après, des supplications paniquées résonnèrent depuis une maison au toit de chaume dans un village démoniaque voisin. À l'intérieur, un villageois maigre était accroupi devant des soldats armés et pleurait qu'il n'arrivait pas à se soulager avec tout le monde qui le regardait. Il pouvait au moins attendre dehors. Un soldat expliqua que d'autres avaient déjà utilisé la même excuse sans rien produire. Puis Artok entra et demanda pourquoi ça prenait autant de temps. Le duc demanda si rien ne sortait malgré tous ses efforts. Le villageois terrifié expliqua qu'il n'y avait plus de nourriture et qu'il ramassait les rares miettes qu'il pouvait trouver. Artok l'attrapa par la gorge. Une aura violette forma d'immenses griffes autour de sa main tandis qu'il remerciait d'un ton menaçant le démon de lui avoir donné une bonne idée. La griffe mortelle fusa vers l'avant tandis que le villageois sans défense hurlait et se débattait. Bahal attrapa soudain le poignet d'Artok dans sa gigantesque main, stoppant l'attaque avant qu'elle ne prenne une vie. Artok exigea une explication. Bahal répondit avec une logique absolument imparable. S'il transperçait le ventre du villageois, il mourrait, et les démons morts ne produisent plus de caca. Il devait garder tout le monde en vie pour pouvoir continuer la collecte. Artok lâcha le villageois et félicita ironiquement le colosse d'être enfin devenu intelligent. Puis le duc se demanda si nourrir les villageois avec Bahal ne les aiderait pas à aller aux toilettes. Bahal répondit sans un mot. Ses yeux brillèrent, tandis qu'une aura écrasante grondait autour de lui. Le villageois affamé trembla sous la pression des deux généraux. S'il n'arrivait pas à faire ses besoins avant, à ce rythme, ça allait peut-être sortir tout seul. Bahal descendit avec un poing lumineux pendant que Artok fonçait vers lui dans une explosion d'énergie violette, et les deux généraux se percutèrent à l'intérieur de la modeste maison. Kratos apparut sans prévenir, les frappa tous les deux avec la foudre et demanda furieusement ce qu'ils étaient en train de fabriquer. Alors que les deux électrocutés fumaient sur le sol, il les traita d'abrutis pour avoir supposé que seuls les excréments de démons pouvaient convenir. Plus tard, Kratos s'adressa aux généraux depuis son trône. Des déchets sans valeur nutritive ne servaient à rien, il lui fallait une matière adaptée au compost. Zéphyros lui demanda ce que signifiait ce terme inconnu, et Kratos expliqua que le compost apportait des nutriments au sol. En temps normal, on pouvait en fabriquer avec de la cendre de bois, des mauvaises herbes, de la terre, des coquilles d'œufs et des fientes de poules. Les maisons abandonnées pouvaient fournir la cendre et les mauvaises herbes. Mais les coquilles d'œufs et les fientes restaient un problème. Puis Kim se souvint de quelque chose. Kratos ordonna à Zéphyros de lui apporter une carte et l'assistant s'exécuta. Ils déroulèrent sur une immense table une carte détaillée des côtes et des montagnes du continent.
Kim confirma qu'elle était exactement identique à celle du jeu, ce qui signifiait qu'une zone bien précise contenait forcément ce dont il avait besoin. C'était un habitat de mouettes démoniaques. Dans le jeu, les mouettes recouvraient le terrain après être allées se nourrir sur tout le territoire humain. Elles y pondaient également leurs œufs et y faisaient leurs besoins, ce qui rendait l'endroit parfait pour récupérer de quoi fabriquer du compost. Zéphyros comprit immédiatement que son seigneur comptait ramasser leur déjection. Kratos le félicita d'avoir compris aussi vite. L'assistant le prévint cependant que cet endroit s'appelait les falaises sans retour. La roche s'y effritait facilement, n'offrait presque aucune prise, et les grimpeurs finissaient dans des vagues assez puissantes pour les emporter. Kratos le savait. Dans le système du jeu, toute cette zone était inaccessible aux joueurs. Malgré tout, une ombre tomba sur son regard lorsqu'il déclara qu'il pouvait l'escalader. Plus tard, le groupe se tenait sur le rivage devant d'immenses piliers rocheux qui s'élevaient d'une mer déchaînée jusqu'au ciel rouge rempli d'oiseaux. Derrière Kratos, les généraux partageaient tous la même question inquiète. Mais qu'est-ce qu'il avait encore en tête ? Depuis des temps anciens, de nombreux démons avaient tenté d'attraper ces mouettes, mais chacun d'eux avait fini par être emporté par les vagues. Kratos expliqua qu'il allait grimper, récupérer les coquilles d'œufs et les déjections, puis tout jeter en bas. Eux n'auraient qu'à rattraper ce qui tombait. Avec un sourire tranchant et les yeux brillants, il leur promit qu'en cas de réussite, tout le monde aurait enfin le ventre plein. Baal fixa intensément son seigneur. Malgré sa lenteur d'esprit, il fut le premier général à comprendre que Kratos avait réellement commencé à changer. Des souvenirs d'enfants affamés et de parents impuissants traversèrent l'esprit du colosse. Les démons vivaient dans la misère, et pourtant leur souverain était désormais prêt à risquer sa propre vie pour eux. Kratos s'avança résolument vers la mer déchaînée, tandis que les vagues explosaient contre les rochers. Kim se souvint de cette ascension tentée lors de sa 13e partie, quand il avait vraiment tout donné. Il sprinta vers le bord en se rappelant les centaines de tentatives et les centaines de morts. Notre protagoniste se jeta dans le vide. Derrière lui, Zéphyros et les 4 généraux levèrent les yeux, stupéfaits. En volant vers la paroi verticale au-dessus de la mer, Kim se rappela qu'il avait fini par réussir. Il s'écrasa contre la falaise, agrippa la roche et révéla son secret, exploiter un bug du jeu. Kim planta ses griffes et ses pieds directement dans la paroi. Zéphyros et Baal le regardaient, bouche bée, incapables de comprendre quelle technique d'escalade consistait à créer ses propres prises à coups de poing. Il appela l'inventaire d'équipement. Une lumière bleue l'enveloppa lorsqu'il ordonna au système de tout déséquiper. En dessous, les généraux ne comprenaient toujours rien à ses paroles ni à ses gestes. Puis le corps nu de leur seigneur se glitcha dans la falaise, ne laissant dépasser que le haut de son torse et son arrière-train. Zéphyros, Artok, Baal et Circe commencèrent à transpirer devant ce spectacle complètement absurde. Kim tordit son corps exposé en essayant de déclencher l'ancien bug de collision en roulant sur lui-même. Circe devint rouge, écarlate, se couvrit les yeux avec plusieurs mains et lui cria d'arrêter. Avant de terminer sa rotation, Kim ordonna à son armure de se rééquiper. Heureusement rhabillé, il resta incrusté dans la magnifique géométrie de roches codée à l'arrache de la falaise. Circe jeta un coup d'œil prudent et soupira de soulagement gêné en voyant l'armure revenue. Puis notre grimpeur buggé recommença. Roulé, tout déséquipé. Sans bouger visiblement, son corps traversa un peu plus l'énorme bloc de pierre pendant que Circe observait d'en bas. Après assez de roulades et de spam d'équipement, Kim attrapa enfin le rebord supérieur et se hissa jusqu'au sommet. De nouveau entièrement équipé, il se dressa triomphalement avec une classe absolue, comme si atteindre le sommet n'avait pas nécessité de se rouler nu à l'intérieur d'un rocher. Ce monde partageait les règles du jeu, lui donnait accès à l'inventaire d'équipement et conservait la même bordure de carte inaccessible. Kim avait combiné ces 3 faits avec toutes ses expérimentations passées pour reproduire l'exploit qu'il avait autrefois fait célébrer devant son écran. Baal déclara que le roi démon avait promis de les nourrir, alors lui aussi allait grimper pour aider. Zéphyros tenta de le prévenir, le géant partit en courant sans hésiter, forçant l'assistant à lui crier de s'arrêter. Baal se jeta au-dessus des vagues en hurlant qu'il suivrait son roi démon. Kratos regarda en bas, paniqué, et lui demanda ce qu'il était en train de faire.
Dès que Baal agrippa la paroi, la roche friable s'effondra dans son immense main et le projeta en arrière. Une main pâle attrapa soudain son poignet en plein vol. Sachant exactement ce qui allait se passer, Kim avait bugué à travers la falaise vers le bas et rattrapé l'énorme général d'un seul bras. Le poids de Baal faillit lui arracher ce bras de l'épaule. Alors qu'il luttait pour tenir, Kim se demanda pourquoi il était en train de sauver l'un des 4 généraux qui voulaient sa mort. Le laisser tomber ne rendrait-il pas sa survie plus facile? Il supplia silencieusement Baal de comprendre qu'il n'avait aucune raison de l'aider. Ces mots firent soudain remonter un vieux souvenir. Un étudiant plus jeune avait un jour pleuré devant Jang Cheol en lui demandant de l'aide, parce qu'un professeur refusait même de lire sa thèse. Si rien ne changeait, il avait peur de ne jamais sortir de cette vie de servitude. Il avait supplié Jang Cheol d'aller parler au professeur pour lui demander au moins de lire le travail. Le junior désespéré insistait. Les professeurs adoraient leur étudiant préféré et écouteraient peut-être Kim. Jang Cheol se souvenait que le garçon le suivait partout à l'époque. Jang Cheol savait qu'il était le plus grand pigeon du monde et qu'il aurait peut-être réussi à convaincre le professeur. Malgré ça, il avait froidement répondu au junior que c'était son problème. La vérité, c'est que Kim avait eu peur que les professeurs se mettent à le détester ou à le punir. Maintenant qu'il peinait à retenir Baal, il se demanda ce qui se serait passé s'il avait choisi d'aider et s'il avait essayé plus sérieusement en faisant tout ce qui était en son pouvoir. Et s'il avait vraiment donné tout ce qu'il avait, peut-être que son dernier souvenir de cet étudiant aurait alors contenu un sourire au lieu de larmes. Dans un rugissement, Kim mobilisa toute la force que possédait le corps de Kratos et souleva Baal d'un seul bras. Ses os craquèrent et ses veines gonflèrent sous le poids du géant. Mais notre protagoniste continua de le tirer vers le haut. Dans un ultime mouvement, il projeta Baal sur le sommet, à côté des nids de mouettes. Le géant s'écrasa sur le dos dans un nuage de poussière. Kim remonta à son tour à travers la falaise en beuguant, serrant son bras blessé et haletant entre plusieurs cris de douleur. Baal ne comprenait pas pourquoi le roi démon l'avait sauvé et accepté de se blesser alors qu'il n'avait aucune raison de le faire. Tout en tenant son bras, Kratos répondit que cette douleur faisait moins mal que le regret d'abandonner quelqu'un qui avait choisi de le suivre. Les larmes montèrent aux yeux de Baal lorsque ces mots touchèrent en plein cœur le colosse à l'esprit pourtant simple. Kim s'excusa silencieusement auprès de l'étudiant de son souvenir. Il aurait dû faire la même chose pour lui aussi, et il en était profondément désolé. Une fenêtre bleue lumineuse apparut soudain devant lui. Le système reconnut que même sans maîtriser totalement le corps de Kratos, Kim avait utilisé jusqu'à la dernière parcelle de sa force. Ce geste lui avait valu la gratitude sincère de Baal, ce qui surprit Kim en lui faisant réaliser à quel point le général lui était reconnaissant. En récompense, un nouveau système s'activa. Rendre heureux les membres de l'armée démoniaque lui rapporterait des points. Le système de récompense en points de bonheur venait d'être activé. Kim reconnut le principe des points de fidélité de supermarché et se demanda si ce monde en avait carrément un. La boîte de messages lui demanda sarcastiquement quel monde de jeu pouvait bien avoir un supermarché, laissant Kim stupéfait de découvrir qu'elle était capable de lui répondre. Elle expliqua ensuite que chaque démon rassasié et heureux lui rapporterait un point de bonheur qu'il pourrait dépenser pour monter de niveau. Pour l'instant, Kim ne possédait que 20% de la puissance de Kratos. Les points de bonheur pouvaient augmenter de 10% à la fois son endurance, son intellect, sa force, son agilité ou sa magie, jusqu'à 100% pour chaque statistique. Il choisit d'examiner une augmentation de 10% de l'endurance et un nouveau menu lui montra le prix. L'amélioration coûtait 50 points de bonheur. Son solde actuel était de 0, ce qui lui sembla scandaleusement cher. Les points pouvaient également améliorer ses compétences, mais faire monter frappe sanglantée de niveau coûtait 250 PB. Il ne pouvait absolument rien acheter. Puis Kim comprit qu'une agriculture réussie lui fournirait une quantité gigantesque de points de bonheur. Cette puissance le rendrait plus fort et augmenterait énormément ses chances de survie. Plus discrètement, il admit aussi que savoir quelqu'un sincèrement reconnaissant envers lui, ce n'était peut-être pas si mal. Malheureusement, Baal interpréta le petit sourire de Kratos comme une demande meurtrière de remboursement. Le général terrorisé conclut que ce cruel roi démon ne l'avait évidemment pas sauvé gratuitement.
Debout au sommet avec une énorme coquille d'œuf au-dessus de la tête, Kratos cria vers les autres. Il annonça qu'il allait remplir les coquilles de fientes de mouettes, puis les lancer en bas. Leur mission serait de les rattraper. Zéphyros, Artok et Circe levèrent les yeux dans une horreur parfaitement synchronisée. Au lieu de faire confiance à la gravité, le seigneur démon lança de toutes ses forces la coquille chargée et sembla réellement s'attendre à ce que les pauvres démons en dessous la réceptionnent. La coquille éclata et projeta des saletés multicolores partout. Pendant que les généraux se protégeaient, Zéphyros se contenta de lever les yeux vers le ciel avec l'expression d'un homme qui en avait définitivement fini avec ses conneries. Kim serra le poing, motivé, puisqu'ils allaient cultiver, autant faire ça correctement. La première étape du compost demandait des fientes de mouettes, des coquilles d'œufs, de la cendre de bois et de la terre, le tout finement broyé et mélangé. De retour dans les champs, Kratos ordonna à Circe de broyer et mélanger le tout. Lorsqu'elle protesta, il lui fit remarquer qu'elle avait plusieurs bras et qu'elle pouvait très bien s'en servir. La générale furieuse lui rappela qu'elle était Circe, la reine des glaces. Brandissant une épée dans chacune de ses 6 mains, elle déclara que ses bras n'étaient pas faits pour hacher de la merde. L'œil de Kratos s'illumina pendant qu'il lui proposait calmement une mission plus simple. Il pointa du doigt Azurath, toujours attachée et fumant, puis expliqua qu'elle n'aurait qu'à rester immobile. Circe déclencha immédiatement une tempête de coups et se mit à découper les déchets sans poser la moindre autre question. Pendant que la fière reine des glaces accomplissait cette tâche répugnante avec des larmes glacées aux yeux, Kim poussa un soupir de soulagement. Ses généraux avaient le sang beaucoup trop chaud. Il ne pouvait jamais baisser sa garde. Mais après tout, il était le roi démon. Il allait s'en sortir à la force des tripes et de la volonté. La deuxième étape du compostage consistait à ajouter de l'eau. Kratos ordonna à Artok de s'envoler et de produire du brouillard, mais le duc protesta que l'humidité allait faire puer tout le tas. Kim répondit simplement, en pointant Azurath du doigt. Artok se transforma aussitôt en arroseur agricole démoniaque, prit son envol et répandit une fine brume sur le champ. Kratos demanda si l'humidité suffisait. Baal serra une poignée de terre et confirma qu'elle devenait humide et meuble, exactement comme son seigneur l'avait prédit. La troisième étape exigeait de déplacer le tout dans un endroit sec et de le recouvrir de plumes de mouette. Seulement, rassembler assez de plumes prendrait une éternité, et il ne pourrait jamais couvrir tout le tas. Produire assez de compost pour l'ensemble du champ nécessiterait l'aide de nombreux démons. Certains aspects de ce plan dérangeaient Kim, mais il devait continuer. Il était temps d'utiliser l'autorité du roi démon. La nuit tomba sur les montagnes déchiquetées du territoire démoniaque, baignant un pauvre village de cabanes en bois sous la lumière de la lune. Dans une pièce presque vide, un père épuisé était assis à côté du lit de sa fille malade. La petite fille pâle l'appela et il lui demanda doucement ce dont Flûte avait besoin. Des larmes remplirent ses yeux ambrés lorsqu'elle supplia son père de la manger. L'homme, horrifié, la réprimanda et répéta qu'elle ne devait plus jamais dire une chose pareille. Puis Flûte murmura que sa mère lui manquait. Son père se souvint d'un énorme démon affamé qui se dressait au-dessus de l'enfant en répétant qu'il avait faim. La petite Flûte s'était recroquevillée sur le sol, pleurant sans pouvoir rien faire. Juste avant que la gueule de la créature ne s'abaisse sur elle, sa mère avait écarté les bras et s'était placée entre le monstre et sa fille. Flûte avait levé les yeux, sous le choc. Sa mère s'était retournée pour lui offrir un dernier sourire. Flûte n'avait réussi qu'à murmurer son nom. Une immense gueule d'ombre s'était refermée et avait englouti la femme sous les yeux de sa fille. De retour dans la pièce, Dayrock expliqua à Flûte que sans elle, il n'aurait plus aucune raison de vivre. La porte s'ouvrit soudainement à la volée et fit se retourner le père, paniqué. Kratos entra avec Baal et Zéphyros et Dayrock se mit à bégayer en voyant le roi démon. Constatant froidement que le père avait encore assez d'énergie pour crier, Kratos ordonna à Baal de l'emmener. Dayrock se débattit et les supplia de ne pas laisser sa fille seule. En son absence, un démon de rang supérieur finirait forcément par la manger. Flûte appela son père pendant que Baal l'emportait. Dayrock hurla son nom, mais Kratos demanda simplement où ils en étaient. Zéphyros consulta ses notes. 20 démons récupérés, encore 30 à trouver. Kim jeta un regard par-dessus son épaule vers la petite fille malade. Flûte tendait la main vers le vide en pleurant, tandis que le dernier membre de sa famille disparaissait. Kim se souvint d'avoir affronté cette
même petite démone comme boss, son paladin en armure face à elle, l'épée à la main. Il se revit appuyé sur R1 et porter le coup final à l'enfant. À présent, Flûte se tenait devant lui dans la réalité, en larmes, la main tendue vers son père. Kim détourna le visage dans l'ombre. Kratos ordonna à ses forces de surveiller le cannibalisme illégal, demanda à Zéphyros de trouver davantage de démons, puis affecta tous les captifs déjà réunis à la fabrication du compost. Kim se justifia en se rappelant qu'il était le roi démon. Un peu de dictature restait acceptable quand la nécessité l'imposait, et un dirigeant devait parfois faire des sacrifices. Les jours passèrent sous un soleil pâle, tandis que tous les démons qu'ils avaient récupérés travaillaient à la construction de la ferme. Dayrock rejoignit les autres ouvriers, couverts de sueur, à frapper encore et encore la terre dure avec un gourdin en bois. Après plusieurs jours de travail, il demanda si le roi démon croyait vraiment qu'il était possible de cultiver ici. Un autre ouvrier lui conseilla de se taire s'il ne voulait pas mourir. Dayrock répondit amèrement qu'ils allaient de toute façon bientôt tous mourir. Même si la terre devenait fertile, il n'avait absolument rien à planter. Kratos apparut soudain derrière lui et lui demanda s'il voulait savoir ce qu'ils allaient faire pousser. Rock tomba à genoux de panique, mais son seigneur lui ordonna simplement de le suivre. Kim se souvenait avoir aperçu une fleur violette dès son premier jour. Ses racines pouvaient être plantées. Une fleur violette éclatante se dressait seule dans la terre sèche. Lorsqu'ils s'en approchèrent, Dayrock ouvrit de grands yeux et supplia Kratos de lui dire qu'il ne parlait pas de cette plante. Kratos confirma qu'ils allaient planter ses racines. Baal et les membres du corps agricole en avaient déjà déterré quelques-unes. Le père le prévint désespérément que manger ses racines provoquait d'atroces douleurs au ventre avant la mort. Kratos arracha la plante fleurie du sol, révélant 3 tubercules. Comme rien d'autre ne poussait autour, il menait une expérience pour déterminer s'il était possible de la rendre comestible, et le test était presque terminé. Dayrock demanda de quelle expérience il parlait. Kratos répondit que sa fille était probablement en train de manger cette plante à l'instant même. Le visage du père se figea dans une horreur absolue. Il partit immédiatement en courant vers sa maison en poussant tout un cri désespéré. Dayrock ne comprenait pas comment Kratos avait pu mettre l'innocente Flûte en danger. Dans sa tête, il suppliait sa fille de ne surtout pas manger la racine. Il ouvrit la porte à la volée et hurla qu'elle devait arrêter. Mais ce qu'il vit à l'intérieur le cloua sur place. Flûte leva les yeux et commença à parler. Tenant une pomme de terre dans ses mains avec des larmes de bonheur aux yeux, la petite fille annonça qu'elle en avait mangé, qu'elle se sentait parfaitement bien et qu'elle avait enfin le ventre plein. Son père trembla et lui demanda encore et encore si elle allait vraiment bien. Flûte expliqua que Zéphyros et Baal lui en avaient déjà donné la veille. Elle était toujours en parfaite santé. Kratos s'approcha derrière lui et demanda si Dayrock le croyait maintenant. Il y a longtemps, des humains vivant dans une autre région avaient retiré le poison de ses racines, les avaient cultivés et avaient complètement éliminé la faim. Avec un sourire dramatiquement sinistre, le roi démon révéla leur nom, des pommes de terre. Serrant son bol contre elle avec des larmes de gratitude, Flûte remercia son seigneur d'avoir accordé une telle grâce à une simple démone. Le système tinta pour annoncer qu'une partie de son armée était devenue heureuse après avoir mangé un bon repas. Kim reçut son premier point de bonheur, faisant monter son total à 1. Flûte sourit doucement à travers ses larmes, en bonne santé, rassasiée et heureuse pour la première fois depuis bien trop longtemps. Kim resta figé en réalisant à quel point sa vision des choses avait changé. Dans le jeu, Flûte n'était qu'un monstre affamé qu'il devait abattre. Ici, c'était une enfant innocente qui avait simplement faim, et maintenant elle souriait. Il décida qu'être roi démon ne voulait pas dire rester sérieux en permanence. Kim tenta un sourire doux, mais le visage de Kratos produisit un rictus de méchant terrifiant lorsqu'il dit à Flûte de bien manger et de devenir forte. Flûte et Baal se mirent à trembler. Zéphyros supposa que leur seigneur comptait engraisser l'enfant avant de la manger, tandis que Baal marmonnait qu'il avait toujours su que le roi démon était maléfique. Le cœur du vaste territoire de Kratos s'appelait Chavin de Huantar. C'était la plus intérieure des 5 provinces démoniaques. Les journées y étaient étouffantes et les nuits glaciales, un climat étonnamment proche de celui des hauts plateaux andins.
Il y a longtemps, les habitants des Andes avaient souffert de la faim jusqu'au jour où ils commencèrent à manger des pommes de terre sauvages toxiques. Et pourtant, ça ne les avait pas arrêtés. Les humains n'étaient pas des animaux ordinaires. Ils pouvaient prendre des aliments que personne n'était censé manger, poissons globes compris, et trouver quand même un moyen de les rendre comestibles. Désormais fermier, Dayrock annonça que toutes les pommes de terre avaient été mises à sécher. Kratos ordonna à Baal de les écraser avec ses pieds, et le géant grogna avec enthousiasme. Baal bondit très haut au-dessus du champ avant de redescendre comme une météorite et de fracasser le sol façon Hulk. Après 5 jours d'alternance entre gel et dégel, le piétinement météore de Baal expulsa le poison des pommes de terre afin qu'il puisse s'évaporer. Gelèrent, dégelés, piétinés, évaporés. Ils répétèrent le cycle, séchèrent et stockèrent le résultat, puis le firent légèrement griller. Ce qui restait était une pomme de terre sauvage comestible, appelée Chunio. Kratos demanda à Zéphyros de convoquer l'équipe du compost. Les yeux rouges brillants, il annonça l'heure du goûter et espéra silencieusement que tout le monde apprécierait. Les ouvriers affamés formèrent une file. Comme les réserves restaient limitées, chaque démon ne pouvait en prendre que 2. Zéphyros demanda pourquoi ils ne préparaient pas davantage de chunio avec le reste des pommes de terre. Kratos expliqua qu'il n'y en avait absolument pas assez pour nourrir toute l'armée. Ils devaient planter le reste. La récolte leur rapporterait 100 fois plus. Non, 1000 fois plus. Les ouvriers observèrent leur portion avec méfiance. Ces mêmes racines empoisonnées avaient déjà tué certains de leurs proches. Dayrock insista. Le roi démon les avait rendus comestibles, et Flûte en avait mangé sans problème. Un autre démon au teint pâle le traita d'idiot et pointa Kratos du doigt. Le sceptique demanda si leur souverain avait vraiment l'air de quelqu'un qui offrait gratuitement de la nourriture. Évidemment, Kratos voulait juste les regarder manger, se tordre de douleur et mourir. Dayrock répondit en jetant un morceau de chunio dans sa bouche, ce qui fit aussitôt hurler l'autre qu'il était complètement idiot. Il mâcha pendant que tout le monde observait leur cobaye avec anxiété, puis avala sans aucun problème. Des larmes montèrent aux yeux de Dayrock lorsque son premier vrai repas depuis plusieurs jours atteignit enfin son estomac. Il hurla « Longue vie au roi démon !» Une fois que le corps agricole eut vu le premier démon manger sans danger, tous les autres engloutirent leur portion. Après ça, les ouvriers restèrent silencieux à fixer Kratos avec une admiration nouvelle. Ils comprirent que le roi démon venait réellement de leur donner à manger. Même l'ancien sceptique se mit à l'acclamer, et bientôt, tout le monde leva les bras pour lancer 3 vivates à Seigneur Kratos en scandant qu'ils pouvaient compter sur lui. Les ouvriers louèrent leur seigneur et lui souhaitèrent une longue vie. Kim trouva que leur chant ressemblait beaucoup trop à un jingle publicitaire et décida qu'il faudrait changer ça plus tard. Zéphyros étudia le visage de son maître. Kratos ressemblait à quelqu'un qui avait toujours su qu'il était possible de faire pousser de la nourriture sur cette terre stérile. Peut-être pouvait-il réellement mettre fin à la famine. Une fenêtre du système annonça que les soldats de l'armée démoniaque de Kim étaient devenus heureux après avoir mangé un bon repas. Kim reçut plus 150 points de récompense, faisant monter son total de PB à 51. Il observa les notifications avec intérêt. C'était suffisant pour se renforcer un peu, mais il ne savait pas encore si endurance, intellect, force, agilité ou magie lui seraient le plus utile. Alors il décida de conserver ses points jusqu'à mieux comprendre ses besoins. Kim commença à réfléchir à une division du corps entre récolteurs de pommes de terre et producteurs de compost, mais Zéphyros s'adressa aux ouvriers avant lui. L'assistant leur ordonna de répandre la nouvelle dans tout le village. De la nourriture poussait ici. Quiconque déterrerait des pommes de terre sauvages recevrait des bons échangeables contre du chunio. Kim reconnut silencieusement que Zéphyros était aussi intelligent qu'il en avait l'air. Le type était un énorme casse-pied, mais aussi son allié le plus utile. Son message au village était simple : allez déterrer ces pommes de terre. Une équipe continuerait à produire du chunio pour nourrir immédiatement les habitants. Circe taillait un nouveau tas puant en se plaignant que ça sentait la merde, tandis que la deuxième équipe poursuivait la fabrication du compost. Plus tard, des ouvriers transportèrent le paratonnerre, autrement dit Assurat, vers un nouvel emplacement.
Crédos leur indiqua 10 pas plus loin avant de les reprendre lorsqu'ils en firent 11. Ils plantèrent lourdement la croix de bois à son nouvel emplacement. Kim reprit, frappe sanglantée. Asuras lâcha à peine un grognement, tandis que notre protagoniste promettait de travailler dur à la production d'azote. Avec suffisamment de compost prêt, il pouvait enfin passer à l'étape suivante. Il devait le répartir uniformément sur le champ, puis le mélanger à la terre, mais la zone était immense. Le travail était trop exigeant pour des ouvriers qui survivaient avec seulement quelques chugnots. À côté, Asuras supplia Crédos de le tuer une bonne fois pour toutes. Sans même le regarder, Kim lui envoya une décharge pour le faire taire et réfléchit au problème. Même des généraux infatigables mettraient une éternité à terminer un champ aussi grand. N'avait-il vraiment aucune autre solution que d'attendre? Plus tard, Crédos s'était affalé sur son trône et demanda à Zéphyros s'il avait bien réclamé des renforts aux dirigeants des provinces. L'assistant avait envoyé le même ordre à chacun: stopper toutes les invasions et fournir autant de troupes que possible pour l'agriculture. Pourtant, personne n'avait répondu. Kim se demanda si les messagers ne s'étaient pas simplement écroulés de faim en chemin. Quoi qu'il en soit, leurs effectifs actuels ne suffisaient pas pour couvrir autant de terrain. Au même moment, dans la première province, les ravins des damnés, des piliers déchiquetés, s'élevaient au milieu d'une brume verte. À genoux, devant son seigneur, Ficamir rapporta que Crédos avait réellement commencé à cultiver et avait déjà produit de la nourriture comestible. Sartul caressa sa longue barbe blanche et affirma que Crédos avait peur de lui. Plus les âmes démoniaques étaient nombreuses, plus Sartul devenait puissant. Mettre fin à la guerre et à la famine le priverait donc de pouvoir. Il s'agissait du seigneur de la première province, le père des damnés. Il demanda si Ficamir avait intercepté les messagers qui se dirigeaient vers les 3 autres provinces. Son serviteur confirma que leurs dirigeants ignoraient toujours l'existence du cessez-le-feu et de l'ordre de cultiver. Sartul voulait que chaque démon meure de faim, devienne sa nourriture, puis rejoigne son armée. Une énergie verte explosa autour de lui, tandis qu'il déclarait qu'il allait tuer Crédos et devenir le prochain roi démon. Il appela son fidèle serviteur, et Ficamir répondit immédiatement. Les yeux de Sartul brûlèrent d'une lumière bleue lorsqu'il lui ordonna de détruire tout ce qui concernait l'expérience agricole de Crédos. Plus tard, sous la pleine lune, un vent glacé fouettait les montagnes, tandis qu'Asuras tremblait sur sa croix. Ficamir apparut devant lui et traita Crédos de cruel pour avoir laissé son propre général à moitié mort en guise d'exemple. Il assura au grand Asuras que Sartul admirait son esprit combatif et qu'il l'accueillerait volontiers une fois Crédos mort. Puis Ficamir leva une griffe et invoqua ses spectres, remplissant la nuit d'esprits pâles. Il leur ordonna de retourner la terre et de détruire le sol jusqu'à le rendre complètement inutilisable. Les spectres de flammes, complètement surexcités, poussèrent des cris perçants et bondirent en avant pour semer le chaos. L'un d'eux trouva le compost signalé par leur éclaireur. Ficamir ordonna à ses serviteurs de le disperser sur le sol et éclata d'un rire triomphant. Les spectres remuèrent frénétiquement le compost pendant que Ficamir leur ordonnait de l'éparpiller tellement bien que personne ne puisse le récupérer. Il fallait le rendre impossible à distinguer de la terre et le mélanger profondément au sol. Ficamir hurla de rire, tandis qu'Asuras observait la scène depuis sa croix au loin. Le prisonnier regarda ce prétendu sabotage avec une déception absolue. Asuras se souvint de Zéphyros demandant quel travail il restait à faire. Crédos avait expliqué que le compost devait être finement broyé et mélangé dans la terre, une tâche beaucoup trop difficile pour le seul corps agricole. Sans savoir qu'il était en train d'aider, Ficamir flottait au-dessus de son immense chantier d'amélioration des sols en déclarant que Crédos était fini. Toujours ligoté sous la pleine lune, Asuras se demanda ce que ces idiots étaient seulement en train de fabriquer. Des heures plus tard, alors que l'aube approchait, un spectre épuisé s'assit sur un rocher en se plaignant que ce travail de mélange n'en finissait jamais. Un autre le traita de paresseux et lui ordonna de retourner travailler. S'ils oubliaient ne serait-ce qu'un petit coin, Crédos pourrait encore cultiver à cet endroit. Le spectre titre 141 remarqua que le numéro 2718 travaillait étrangement dur alors qu'il était d'habitude plutôt paresseux. L'esprit énergique admit que c'était vrai. Le numéro 2718 ne savait pas lui-même pourquoi, mais regardez le champ qu'ils avaient détruit
lui donnait une étrange fierté pour le travail accompli. Le spectre titrait 141 secoua la tête et le traita d'idiot. Puis un autre esprit se remit à attaquer le sol avec une énergie renouvelée, en décidant joyeusement qu'il voulait lui aussi devenir idiot. Les spectres firent la course contre la montre, riant du fait qu'ils étaient devenus beaucoup trop doués pour retourner la Terre, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque le lever du soleil. La lumière frappa leur corps et ils hurlèrent qu'ils avaient perdu la notion du temps et qu'ils allaient mourir. Pourtant, alors qu'ils se dissolvaient, les ouvriers reconnurent paisiblement que tous leurs efforts en avaient valu la peine. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise façon de partir. Leurs âmes disparurent vers le ciel lumineux depuis un champ désormais parfaitement mélangé. Ficamir se tenait sous un parapluie noir et pleurait en regardant ses serviteurs disparaître. Avec une fierté triste, il loua leur réussite et leur souhaita de reposer en paix. Baissant la tête sous le soleil brûlant, il attendit de voir la réaction de Kredos. Pendant ce temps, dans un entrepôt récemment construit, Kredos remarqua que retourner le champ prenait du temps, mais que leur travail actuel en demanderait tout autant. Debout à côté de Zéphyros devant un tas de pommes de terre, il expliqua que les tubercules étaient en dormance. L'assistant demanda ce que cela signifiait. Kredos expliqua qu'une pomme de terre en dormance ne germait pas, ce qui la rendait inutile pour la plantation. Kim imagina une pomme de terre dormant paisiblement sous terre avant que quelqu'un ne l'arrache soudainement par les cheveux. La pauvre pomme de terre, complètement choquée, s'évanouissait presque et mettait son rythme naturel sur pause. Il était parfois possible de raccourcir cette dormance en stockant les pommes de terre pendant 2 ou 3 semaines à environ 39 degrés, puis en les déplaçant brusquement dans un endroit sombre et chaud. Kim avait pensé demander à Circe de les refroidir, mais elle lui en voulait encore, et Artok semblait préparer quelque chose. Comme ces 2 généraux réunis pouvaient largement le submerger, il mit cette idée de côté. À la place, il demanda au corps agricole de faire des squats jusqu'à ce que leur chaleur corporelle fasse monter la température de l'entrepôt à environ 73 degrés. Ils s'effondrèrent d'épuisement presque immédiatement. Autant dire que ce plan fut un échec. Frustré, Kredos décida d'aller voir les champs avec Zéphyros. Au pire, il pourrait continuer à enrichir le sol en azote. En arrivant, Kim s'arrêta net. Des vapeurs nauséabondes s'élevaient de la terre fraîchement retournée, tandis qu'Asurath restait attaché en arrière-plan. Le sol était finement broyé, parfaitement mélangé, et sentait absolument atroce. Son champ était prêt. Kim fixa la scène, incrédule, en se demandant quel miracle avait bien pu se produire. Derrière un arbre, Ficamir sourit et célébra intérieurement. Le choc de Kredos prouvait que le sabotage avait parfaitement fonctionné. Évidemment, personne dans ce manhwa ne semblait avoir compris que les arbres fins étaient de très mauvaises cachettes. Ficamir avait eu des heures pour choisir son spot, mais Einstein avait sélectionné un tronc, et maintenant l'immense Bahal se tenait juste derrière lui. Nickel. Bahal annonça qu'il avait trouvé quelqu'un qui se cachait, puis souleva Ficamir par sa capuche, tandis que celui-ci se débattait. Kim reconnut le boss des ravins des damnés et se demanda s'il était venu à cause de leur messager, même s'il était étrange de le voir seul. Kredos lui demanda froidement ce qu'il faisait là. Le serviteur prisonnier ne réussit qu'à bégayer. Un coup de poing capable de lui démonter les os s'écrasa soudain dans la mâchoire squelettique de Ficamir. Zéphyros demanda pourquoi son seigneur avait frappé le prisonnier avant même d'entendre sa réponse. Kredos expliqua que Ficamir avait clairement l'air de cacher quelque chose, donc le frapper serait plus efficace. Le serviteur complimenta l'instinct du roi démon, mais affirma que le grand Ficamir ne craquerait pas facilement. Kredos prit ça comme un défi. Pendant que Bahal tenait Ficamir comme un sac de frappe, le roi démon enchaîna les coups de poing, interrompant systématiquement chacune de ses déclarations selon lesquelles même la mort ne le ferait jamais parler. Au bout d'un moment, Kim se pencha, les mains sur les genoux, et admit que frapper quelqu'un aussi longtemps était épuisant. Le système lui recommanda de dépenser ses PB. Notre gars utilisa 50 points pour faire passer son endurance de 20 à 30%, ne lui laissant plus qu'un point de bonheur. Avec son endurance toute neuve, Kredos reprit immédiatement sa séance de boxe. Ficamir finit par céder et avoua entre 2 coups qu'on lui avait ordonné de détruire le champ, afin que Kredos meure de faim. Plus tard au château, Kredos conclut que Sartul de la première province avait bloqué toutes leurs demandes de renfort. Le père des damnés gagnait en puissance grâce aux démons morts de faim, et Zéphyros qualifia son intervention de rébellion ouverte.
L'assistant proposa de profiter de l'occasion. Vaincre Seigneur Sartul servirait d'avertissement à tous les démons opposés au cessez-le-feu. Même sans cet avantage politique, Kim savait que l'ennemi continuerait d'attaquer la ferme tant qu'il n'irait pas éliminer ses nuisibles à la source. Zéphyros commença à discuter de la façon de gérer Sartul, mais Kredos l'interrompit. Le seigneur de province pouvait changer de forme comme un fantôme. Dans le jeu, Sartul se déplaçait dans tout le complexe des ravins des damnés, transformant le niveau entier en une partie de cache-cache complètement tordue. Et si un nuisible restait protégé à l'intérieur de son nid, alors il suffisait de l'en faire sortir. Plus tard, dans le champ, la petite flûte se tenait avec une petite pelle entre les mains et leva vers Assurath ses grands yeux ambrés curieux. Assurath baissa vers elle un regard sombre et épuisé avant de lui demander ce qu'elle fixait. Flûte remua timidement, cherchant ses mots, puis elle s'inclina et le remercia. Elle avait entendu dire que c'était grâce à son sacrifice que tout le monde avait désormais de quoi manger. Assurath répondit par un hurlement de rage sauvage. Il exigea de savoir comment elle osait se moquer du grand général Assurath et menaça de dévorer cette petite peste. Flûte s'enfuit avec un cri terrifié. Toujours furieux, le général jura qu'il tuerait Kredos dès qu'il serait enfin libéré de cette croix. Puis une voix appela tout le monde à avancer ensemble. Assurath reconnut Kredos et tourna la tête vers le bruit. Le roi démon et ses ouvriers approchaient en portant une bannière célébrant l'inauguration du paratonnerre numéro 2 tout en criant des hurrahs. Avec un immense sourire de dément, Kim frappait 2 cymbales l'une contre l'autre pour donner le rythme, pendant que les ouvriers défilaient avec Fikamir jusqu'au champ en célébrant leur 2e paratonnerre. Assurath les fixa sidéré. Si un autre paratonnerre venait d'arriver, est-ce que ça signifiait enfin ce qu'il espérait ? Les larmes lui montèrent aux yeux. Allait-il enfin arrêter de ressembler à un canard rôti matin et soir ? Sans aucune explication, les ouvriers plantèrent Fikamir directement à côté de lui. Assurath ne put répondre que par un petit son confus. Avec toute l'allure d'un véritable seigneur démon, Kim déclencha une impitoyable attaque de foudre à travers le sang et l'air. Alors que l'électricité le grillait une nouvelle fois, Assurath accepta enfin la réalité avec dignité. Désormais, il y avait simplement 2 paratonnerres. Depuis la première province, Sartul regardait la scène en Full HD à travers sa boule de cristal, tandis que Kredos frappait les 2 prisonniers en même temps et doublait sa production d'azote. Les larmes jaillirent des yeux du seigneur de province, tandis qu'il hurlait le nom de son fidèle Fikamir, dont la carrière venait de prendre une tournure extrêmement agricole. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Après avoir été aspiré dans Paladins of Blood et avoir pris possession du faible roi démon Kredos, Jangcheol Kim a évité une révolte mortelle grâce à toutes ces années passées à apprendre les combats de boss. Il a transformé le général Assurath en paratonnerre, enrichi la terre stérile, découvert les pommes de terre et redonné aux démons affamés leur premier véritable espoir de manger à leur faim. Mais la ferme a déjà attiré l'attention de Sartul, le père des damnés. Après que son serviteur Fikamir a tenté de saboter les cultures, Kredos l'a transformé en paratonnerre numéro 2. Sauf que Sartul observe toujours depuis la première province et prépare sa riposte. À votre avis, Kredos pourra-t-il transformer son projet agricole en suffisamment de puissance pour affronter Sartul avant que le seigneur rebelle ne détruise tout ce qu'il a construit ? Si l'épisode vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous pour la suite et dites-nous votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.